Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans le journal de ce mercredi 23 septembre, nous parlerons politique avec Michel Alliot-Marie en visite à Saint-Sevé et la présentation de la liste d'Europe Écologie Les Verts pour les prochaines élections régionales. Nous fêterons les 5 ans de la médiathèque de Tarnos pour la journée du patrimoine. Nous resterons à Tarnos pour sa rencontre en rugby avec Cortés, avant de nous rendre à Souston pour une dédicace de Guy Cespedes. Le métier du jour sera celui de conducteur de train de marchandises. Vendredi, l'actualité politique était riche dans le département, avec le matin à Morsinx la venue du ministre de l'Agriculture et l'après-midi à Saint-Sevé, celle de l'ancien ministre UMP et actuel député européen, Michel Alliot-Marie. À Saint-Sevé, dans son euro-circonscription, Michel Alliot-Marie, député européen des Républicains, est venu rencontrer élus et acteurs économiques du territoire sur invitation du maire de la commune. Michel Alliot-Marie est en charge des questions des affaires étrangères au Parlement européen. Il y a une quinzaine de jours qu'on a vu la crise des migrants qui est venue interpeller l'Europe. Moi j'ai souhaité qu'elle vienne pour nous expliquer à la fois les causes et les tenants et les aboutissants de cette crise, puisque nous cherchions à faire la rentrée des Républicains dans le département. Et moi j'ai souhaité rajouter à son déplacement une rencontre avec des éleveurs, puisqu'il y a une crise agricole très forte, notamment dans le monde de l'élevage bovin, ce qui a été fait tout à l'heure, et une rencontre avec le monde de l'entreprise, des commerçants, des TPE, de l'artisanat, qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions par rapport à des concurrences déloyales entre pays. Donc ça fait une journée complète, et Madame le ministre a gentiment voulu aller à la rencontre de tous ces acteurs. Après une brève introduction, l'eurodéputé a laissé la parole aux commerçants, artisans et chefs d'entreprise venus exprimer leurs attentes, leurs questionnements, mais aussi leur mécontentement vis-à-vis de la législation européenne. Je crois qu'on est justement trop éloigné du terrain. Moi, je fais de la politique depuis toujours, en étant sur le terrain et en étant persuadée d'une chose, c'est que ce n'est pas les diplômes et ce n'est pas l'ENA qui apportent les bonnes solutions et que c'est souvent le bon sens que l'on trouve sur le terrain. C'est toujours comme ça que j'ai fait la politique, je continue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir ces exemples concrets qui montrent là où il y a des dysfonctionnements et comment on peut améliorer. Et c'est pour ça que j'ai créé un site internet, comme député européen, qui permet notamment de montrer comment il y a des normes européennes qui sont prises et dont le but est d'éviter les distorsions de concurrence et de faire en sorte que des pays, notamment les plus récemment entrés dans l'Europe, rejoignent nos normes, nos façons de faire et comment l'administration française souvent rajoute des contraintes supplémentaires. Parmi les problèmes plusieurs fois évoqués, la concurrence économique dans l'espace européen et les difficultés rencontrées pour l'exportation de marchandises. Nous avons en permanence des discussions avec un certain nombre de pays. Et le fait que l'on m'ait dit aujourd'hui que les négociations sur les prix et sur les quantités ne suffisaient pas et qu'il y avait d'autres choses derrière, ça me permet aussi, lorsque les discussions viennent au Parlement européen, de dire on a oublié un certain nombre de choses dans les discussions et d'aider à ce que désormais les accords entre pays prennent en compte cela. Il y a une différence, vous savez, l'Europe a beaucoup progressé au cours de ces dernières années, notamment de ces 3 dernières années. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité être député européen aussi. Et le Parlement européen a beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en avait la toute première fois où j'ai été élu député européen, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et c'est là où l'on peut suivre ce qui se passe dans une discussion. La campagne des régionales est lancée dans le département. Après le PS, les Verts sortent du bois et présentent leur liste et leur motivation. Pour le département des Landes, Europe Écologie Les Verts a constitué une liste qualifiée par sa chef de file de verte et ouverte, une liste sans alliance avec le PS et complémentaire avec le Limousin et le Poitou-Charentes. Depuis janvier dernier, nous avons anticipé justement ce changement de région. Donc depuis janvier dernier, nous travaillons étroitement avec la région Poitou-Charentes et Limousin et on a organisé de nombreuses réunions. Cet été, au mois de juillet, nous avons suivi un séminaire de 2 jours en Deux-Sèvres dans ce cadre-là. On est vraiment très bien organisé et bien préparé. Et on se rend compte que nous avons vraiment les mêmes objectifs, qu'on est là pour changer la vie des citoyens dans la région, dans la future grande région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Et on veut arriver à changer un peu les choses concrètement. Et c'est ça l'importance qu'il y ait des élus écologistes au conseil régional. Des élus qui comptent bien peser dans les décisions politiques de la future grande région.
Au niveau de la région, c'est un levier essentiel parce que c'est quand même eux qui vont gérer tout ce qui est subvention de la PAC, des différents financements FEDER. Donc nous, en tant qu'écologistes, on veut soutenir, on veut réorienter un équilibrage au niveau de l'agriculture, donc soutenir une agriculture paysanne de proximité qui soit pourvoyeur d'emplois, qui permette à des gens de se nourrir aussi avec des aliments de qualité à moindre coût, puisque plus l'offre est importante et moins le coût est important aussi. Et puis au niveau de la transition énergétique, je crois que c'est un élément essentiel parce qu'on peut voir la transition énergétique sous deux axes, ou un axe libéral, ou un axe avec une cohérence écologique qui essaye d'avoir des produits qui viennent du plus près possible, donc soutenir l'économie locale, apporter de l'emploi, préserver la biodiversité, tout en apportant une autonomie énergétique des territoires. Parce que c'est aussi ça, c'est la résilience au niveau dont on nous dit qu'on est indépendant énergétiquement avec le nucléaire, ce qu'il faut, puisque l'uranium vient de bien loin d'ici et nous coûte de plus en plus cher. Donc il y a une possibilité d'autoconsommation, il y a possibilité d'organiser avec différentes énergies renouvelables. On a la chance d'avoir l'océan près de nous, avec toutes les énergies marémotrices, avec l'éolien, il y a énormément on parle souvent de l'éolien, du photovoltaïque, mais si on s'y intéresse, on voit bien que toutes les solutions sont là. D'ailleurs, il y a un rapport de la DME qui montre que à coût moins cher, on peut être autonome énergétiquement avec des énergies renouvelables en 2050. Pour les Verts, tout l'enjeu est de faire passer le message qu'ils portent une politique globale et nécessaire. Moi, je crois que les autres partis politiques font des tartines avec l'écologie. Et donc, dans le brouhaha médiatique, quand vous êtes pas trop au courant des choses, vous dites, tout va bien, en fait, tout le monde s'en occupe de l'écologie. Et en fait, quand vous regardez les budgets alloués concrètement aux domaines qui sont en rapport avec l'écologie, ça touche de nombreux domaines, et bien en fait, ce qui est consacré à une transition écologique de la société, mais c'est vraiment, c'est des miettes qui restent. Et en fait, c'est ça la différence entre les écologistes et les autres, c'est que nous, on n'est pas pour que l'écologie, ça soit juste une carte de visite, c'est aussi pour faire un vrai changement de société. Pour cette campagne des régionales, les Verts ont mis à disposition une plateforme collaborative pour y découvrir leurs propositions, mais y faire aussi des contributions qui pourront être intégrées à leur programme. Pour la journée du patrimoine du week-end dernier à Tarnos, notre journaliste s'est rendu à la médiathèque qui fêtait ses 5 ans d'existence. Une pierre deux coups pour la médiathèque de Tarnos pendant les journées du patrimoine. L'établissement a fêté ses 5 ans le week-end dernier. Alors c'est vrai que la ville de Tarnos a saisi l'occasion des journées du patrimoine aujourd'hui et demain pour fêter les 5 ans de la médiathèque, donc qui a ouvert le 21 septembre 2010, donc on est presque aux 5 ans jour pour jour. Et donc voilà, c'est ce samedi toute la journée des manifestations pour toute la famille. Depuis ce matin, des lectures d'histoire pour les enfants jusqu'à ce soir avec un concert et un apéritif pour clore la journée. La médiathèque, c'est quoi ? C'est un lieu culturel ouvert à tous, donc, qui est géré donc, par la ville de Tarnos. C'est une médiathèque municipale, mais qui est ouverte à tout le monde, aux Tarnosiens comme aux non-Tarnosiens, et qui vous permet d'emprunter des documents, de les consulter sur place, d'avoir accès à Internet, etc. Donc on y trouve des livres, des disques, des DVD, des partitions musicales, des liseuses, et grâce au département des Landes, un accès à la médiathèque numérique proposée par le portail Medialand. Des animations ont été proposées toute la journée, comme celle du concours photo. Alors le thème exact, je n'ai pas mon petit papier, mais c'était photographier le sac de la médiathèque dans un lieu ou une situation insolite. C'était ça le thème exact. Donc après, libre à chacun de l'interpréter comme il voulait. Et donc on a eu 22 participants, ce qui est pas mal, de tous âges, des adultes, des enfants, etc. Et donc le résultat est visible là-bas et le prix va être remis tout à l'heure. Il y aura 2 prix, un prix du public, donc toutes les personnes qui souhaitaient pouvaient voter en mettant un petit bulletin dans une urne. Et puis le prix du jury qui était composé de l'équipe de la médiathèque évidemment, puisque c'est l'anniversaire de la médiathèque, et d'un élu membre de la commission culture municipale. Oui, à Tarnos, on aime bien les concours photos. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une activité qui s'apparente bien dans la lignée de la médiathèque et qui a une vision assez moderne, puisque la médiathèque s'appelle Les Temps modernes. Et ensuite, nous réalisons qu'au niveau du jury, nous avons pas mal de soucis parce que nous avons des photos qui sont très originales, avec de très bonnes idées, et qui sont aussi des photos faites par tous, autant des photographes amateurs qui ont de niveaux importants, mais autant aussi des enfants. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui ont gagné des prix en faisant des photos très très originales. La programmation de la journée a su rassembler quelques gamers à s'affronter devant une partie de Mario Kart. Une idée innovante où le jeu vidéo prend petit à petit une place au sein de l'établissement.
C'est plutôt une première, on a saisi un peu cette occasion justement de l'anniversaire pour, on s'est dit on va faire un truc jeu vidéo pour les ados et on est bien décidé, si ça marche, s'il y a du monde, à renouveler l'opération et éventuellement quitte à développer ce genre d'animation de temps en temps pendant les petites vacances scolaires ou le mercredi, voilà parfois, de se pencher un peu sur les jeux vidéo qui se développent de plus en plus dans les bibliothèques effectivement. Et c'est vrai que c'est un média qu'on ne peut pas laisser comme ça sans se pencher sur son cas. Des activités ouvertes à tous tout le long de l'année. On peut le dire, la médiathèque est un patrimoine culturel des temps modernes. Bah écoutez, certes c'est pas un patrimoine historique ni un bâtiment historique puisque nous n'avons que 5 ans, mais voilà, on fait partie du patrimoine culturel de la ville. C'est un des bâtiments publics emblématiques avec l'hôtel de ville qui est juste à côté, l'école de musique à l'autre bout de la ville. Voilà, il y a quelques points forts comme ça dans la ville de Tarnos et la médiathèque en fait vraiment partie. Donc effectivement, on n'est pas une église du XIIe siècle comme l'église Saint-Vincent, mais on a aussi des choses à défendre et à montrer. Donc voilà, les journées du patrimoine, c'était bien pour ça. Côté rugby, la saison a eu du mal à commencer pour l'équipe Boucau Tarnos Stade. Dimanche dernier, malgré le changement d'effectif, les joueurs landais ont perdu leur rencontre contre Orthez 12-17. Nouvelle saison qui démarre pour l'équipe de rugby Boucau Tarnos Stade. Quelques nouveautés sont apparues pour affronter cette nouvelle année. Bon, nous on est premièrement très heureux après avoir fait un passage éclair en Fédéral 3 de revenir à la Fédérale 2 parce que je pense que c'est notre niveau, Fédéral 2. Ensuite on a un groupe qu'on a conservé depuis 2 ans puisqu'on a perdu rien qu'un élément qui est reparti c'est Florent Tarvello qui est reparti à Romans et on a structuré le club avec l'arrivée de 20 nouveaux joueurs et des joueurs très, très intéressants dans toutes les lignes. Ensuite au point de vue staff, on a gardé le même staff, c'est Didier Puyot qui est le manager, Vincent Lesca et Samuel Dibetti sont entraîneurs qui première et Damien Taillantou et Vincent Guénin qui sont de la partie de la deuxième équipe fédérale 2B. Voilà. Oui, on a fait signer 20 nouveaux joueurs dans toutes les lignes, un pilier droit, une deuxième ligne, une troisième ligne, une ouverture, un centre, un ailier et un arrière. Voilà. Et ça fait partie que, par contre, dans les 22 nouveaux joueurs, on en a quand même 8 qui sont revenus au club. L'enjeu est simple, c'est le maintien. Mais il y a 2-3 choses. Maintien, qualification de l'AB et qualification des Bélasquins. Je pense que les Bélasquins, c'est la plus belle génération, les 95, 16, 17. Donc s'ils peuvent faire le championnat de France, c'est fabuleux pour eux. Et puis on a eu fait dans les 15 ans, on a fait quand même 2 finales, une demi-finale. Donc je pense il faut repartir. On a des bases, on a de bons entraîneurs, il y a de bons joueurs qui sont venus. On a un effectif de 37 gamins, c'est quand même important. En Teulière, on est 25. En Balandrade, on est 33. Vous voyez, donc on a un effectif aujourd'hui de 180. Je pense que c'est important pour le club. Même si on est un petit club, mais on se dit un petit club qui est intéressant dans la partie amateur. Et c'est dimanche dernier que l'équipe a pu se tester en faisant face au club d'Orthez. Quelques mêlées, quelques transformations, mais au bout de 80 minutes, les Noirs n'ont pas su décrocher la victoire. On perd à la maison, c'est vrai qu'on avait fait de bonnes préparations et on tablait vraiment sur une victoire aujourd'hui pour se relancer dans cette division. Mais aujourd'hui la défaite elle est normale parce qu'on a tout en moins bien qu'Orthez, donc leur victoire est méritée. Ils ont fait le match qu'il fallait à l'extérieur sans forcément mettre du rythme, mais on n'a pas su se mettre au niveau supérieur à eux aujourd'hui. Non, le groupe est resté stable, la plupart des joueurs aussi le connaissent de toute façon ce niveau. Maintenant, individuellement on a eu des prestations un petit peu moins bonnes et dès que nos individualités, dès qu'on manque des plaquages, dès qu'on est un petit peu moins bon que son vis-à-vis, ça devient plus compliqué et il y a des mecs aussi dans l'équipe qu'il faut qu'ils grandissent, qui apprennent qu'il y a des temps forts et des temps faibles dans un match et sur ces temps faibles il faut qu'on soit plus fort, pas baisser les bras et on baisse un petit peu la tête vite et à la fin on joue notre va-tout mais bon on a trop de retard et on vient de loin et c'est comme ça qu'il faudrait qu'on joue dès le début. Aujourd'hui on n'a pas réussi à rythmer parce que en conquête on n'a pas fait ce qu'il fallait et je vous dis trop de ballons tombés, trop de ballons laissés en route donc le match il prend un rythme qui ne nous convient pas forcément et voilà aujourd'hui la défaite pour moi est logique. Les axes de travail, il y en a plein, mais déjà rebosser notre conquête. Aujourd'hui, trop de déchets. Au niveau défensif aussi, trop de duels manqués. Donc on voit que par rapport à l'an dernier, c'est là où aussi ça change. Individuellement, en face, ça va un petit peu plus vite, c'est un petit peu plus costaud, un petit peu plus fort. Donc nous, il faut qu'on soit plus rapide, plus costaud, plus fort. Et si on ne se met pas à ce niveau-là, tu recules. Et à ce sport, quand tu recules, tu perds au rugby. Mais bon, c'est une défaite qui, j'espère, sera
on pourra s'en nourrir, on pourra espérer avoir une victoire très rapidement dans ce championnat, parce que j'oublie pas que la prochaine réception c'est Saint-Jean-de-Luz, qui est quand même l'ogre de la poule, et donc ça sera compliqué aussi. Mais il y a un match d'abord à jouer à Marmande et on va faire tout pour aller gagner là-bas. Venu du Tursan, l'auteur landais Guy Cespedes était présent samedi 12 septembre à la bibliothèque de Souston pour parler de ses origines pieds-noirs qu'il a su transcrire dans son premier livre intitulé « Quitter Sidi ». Un livre qui s'inscrit tout à fait dans la récente actualité. Regardez. Automne 1962, Guy Cespedes et sa famille vivent en Algérie depuis plusieurs générations. Mais les événements vont les amener à l'exil en France et à quitter Sidi. Sidi, c'est le début du nom de la ville où je suis né, Sidi Bel Abbès. Beaucoup de villes en Algérie s'appelaient Sidi. Sidi, on connaît le vin, Sidi Ibrahim, mais il y en a d'autres, Sidi Férouche, enfin, ça veut dire seigneur. Et ça voulait aussi rappeler que beaucoup de gens habitant dans d'autres villes qui s'appelaient Sidi ont connu le même problème. C'est une autobiographie, on va dire romancée. Mon livre est classé dans la catégorie roman. Roman pourquoi ? Parce que c'est une histoire d'enfant racontée par un adulte. Je me sentais le besoin de laisser une trace pour mes enfants, pour qu'ils connaissent leurs racines. Et suite à la lecture des premières pages de l'ébauche, ils m'ont encouragé à continuer pour que d'autres personnes puissent connaître cette histoire, quoi. Il y a deux parties, une partie sur l'Algérie, une partie sur l'intégration en France. Une partie sur l'Algérie avec bien sûr ce beau pays, la vie de mes ancêtres en Algérie, et puis le départ douloureux, et enfin la France, notre vie en France avec une arrivée tout aussi douloureuse parce qu'il fallait rebâtir avec rien. Et puis j'explique aussi l'énorme importance des personnes qui nous ont accueillis. Par les temps qui courent, ce qu'on connaît en ce moment, ça a beaucoup d'importance de connaître des gens solidaires, respectueux des différences, qui vous aident à vous en sortir. Exil, adaptation et intégration, des thèmes d'actualité. Je fais partie des 700 000 ou plus rapatriés d'Algérie qui avaient la nationalité française. J'ai sur mon numéro initial le numéro 99, département français d'outre-mer. Et donc je comprends d'autant plus ce qui se passe en ce moment. Il faut de la tolérance, notre pays est humaniste et il faut conserver nos traditions, à savoir de générosité et de solidarité. Quitter Sidi aux éditions Beau Repère, un livre empli de souvenirs et d'espoir. Retrouvez la rencontre en intégralité dans la rubrique ActuMax. Bon nombre de petits garçons ont rêvé dans leur enfance d'être conducteurs de train. Jean-Baptiste a réalisé son rêve et nous livre son expérience. Jean-Baptiste a 29 ans. Il aime le vélo, les concerts et son métier. Jean-Baptiste est conducteur de train de marchandises. Avant de partir, je prépare ma mission et ensuite je teste le bon fonctionnement de mon train et notamment ses freins. Et quand tout est OK, je pars livrer la marchandise. Jean-Baptiste a acquis des notions de mécanique pendant sa formation. Il est rigoureux avec les règles de sécurité et très attentif à la signalisation et à sa conduite. Les gens pensent que les conducteurs de train ne transportent que des passagers. Pas moi, mais je prends soin de la marchandise comme si c'était des passagers. Bon, le train va partir. Tout le monde est bien installé. Je vous souhaite un excellent voyage. Et là, rien ne pourra m'empêcher d'être à l'heure. C'est un métier de contact. Avec les clients et les collègues, on découvre la France. Et puis le fret ferroviaire, c'est l'avenir. C'est ce qu'il y a de plus écologique. Jean-Baptiste a été formé par son entreprise. On recherche 250 conducteurs de train de marchandises chaque année dans le secteur privé pour un salaire d'embauche d'au moins 2 000 € et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Allez, bonne route. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.